Vous écoutez l'affaire Martín Escadillas, deuxième partie. Et puis ils ont une idée. Maître Frédéric David, avocat de la famille. Une idée qui, moi, rétrospectivement, que je trouve, assez géniale pour l'époque, c'est qu'ils vont aller taper à la télé. Et là, il se trouve qu'à cette époque, il y a une émission qui est sur TF1, qui est une émission extrêmement novatrice en la matière, qui est Témoin numéro 1. Témoin numéro 1, c'était l'émission de Jacques Pradel. René Grandot, journaliste à la Dépêche du Midi en 1986. Qui avait pour objet de retrouver des personnes disparues. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi je ne pourrais pas me présenter à TF1 René Saint-Blancas, beau-frère de Martín. Et demander pourquoi nous ne pourrions pas faire cette émission. Bon, on m'a dit, c'est pas possible, bon, il y a beaucoup d'attentes, n'y crois pas. Et moi, je n'ai écouté personne. Je suis parti avec Nicole. J'ai pris ma voiture, mon petit cartable d'écolier, si je puis dire. Excusez-moi, mais c'est vrai en plus. Et je me suis rendu à TF1. J'ai pris mon petit tourniquet, là, TF1, je me suis présenté, je leur ai dit, voilà, j'habite à tel endroit, chez nous, il s'est passé ça, ça et ça. Nous aimerions comprendre, pourriez-vous, s'il vous plaît, pour réouvrir l'enquête, parce qu'à ce moment-là, l'enquête, il y a un non-lieu. Et je pense qu'une chance a été saisie. J'ai fait des rencontres, de belles rencontres, notamment un journaliste qui m'a très bien accueilli, qui a compris ma douleur, notre douleur. Jacques Pradel va comme bon nombre de gens, quand ils rencontrent la famille Escadillas, et va être touché par cette franchise, par cette sensibilité, par leurs mots. Et ça, effectivement, c'est la force de la famille Escadillas dans ce cold case. Peut-être ce soir, quelqu'un pourrait éventuellement se souvenir de quelque chose. Je crois qu'il ne faut pas perdre espoir. Et dans beaucoup d'affaires traitées dans cette émission, on a pu obtenir des témoignages, même sur des périodes très anciennes. L'émission Témoin numéro 1, pour moi, était un palier extraordinaire, un strapontin. Vous avez ce sentiment très fort qu'elle est tombée dans une sorte de... C'est pas du tout hasard. C'était préparé, quoi. C'est pas le hasard, disons, qui a fait qu'elle disparaisse ce matin-là. On se dit, même si elle a été enlevée, bon, elle nous donnerait peut-être un petit signe, quelque chose. Nicole Saint-Blancas, sœur de Martín. On espérait. On espérait toujours, mais voilà. On s'est dit, on sait jamais. Voilà. Vous avez un appel particulier à lancer les unes aux autres? En fait, on a fait appel à toute la population, tous les gens qui auraient pu rencontrer Martín les mois précédemment à la disparition. Et en fait, tous les gens peut-être de l'immeuble qui auraient pu voir... dans la semaine, quelque chose d'un petit peu... Voilà. Et que donc les gens ne se disent pas « mais c'était très, très ancien, il faut le faire ». Message reçu par l'émission Témoin numéro 1. Près d'Alicante, au restaurant Paqui, j'ai rencontré une jeune femme qui parlait très bien français. Elle était française, ressemble beaucoup à la photo. Elle se trouve à Paris dans le 18e boulevard Ney. Elle se cache chez une amie. Et certes, il y a eu beaucoup d'appels, il y a eu des vérifications de faits. René Grandot, journaliste à la Dépêche du Midi en 1986. L'émission de Jacques Pradel, Témoin numéro 1, n'amène aucun nouveau témoignage décisif, aucun nouvel indice. En revanche, ça réveille l'intérêt du parquet. Et donc, il y a une nouvelle enquête qui est ouverte. Quand le nouveau directeur d'enquête, dans le cadre de la réouverture d'enquête, vient sur les lieux... Maître Frédéric David, avocat de la famille. Bien sûr, toutes les traces de sang ont été nettoyées dans toutes les parties communes. Mais, chose extraordinaire, celles qui conduisent au cave, autrement dit le couloir, qui est un couloir qui est en mur crépi, mais de façon absolument brute, il n'est même pas peint, figure une tache de sang donc de 40 sur 40 à peu près, qui n'a jamais été nettoyée parce que c'est un couloir de cave. C'était une aubaine, principalement parce que, en 10 ans, les progrès en matière de police scientifique ont été colossaux. Donc c'est là que, effectivement, ils décident de la découper, littéralement, et de l'envoyer au laboratoire de police scientifique. Mais grosse déception, puisque si on trouve effectivement de manière absolue que c'est l'ADN de Martín Escadillas qui est sur cette plaque de ciment, il n'y a aucun autre ADN, ni mélangé, ni identifié.
Dans les années 90, explose ce qu'on a appelé l'affaire Allègre. Il risque la réclusion à perpétuité. Patrice Allègre comparé depuis ce matin devant les assises de la Haute-Garonne. Celui que l'on considère comme l'un des plus grands tueurs en série français est accusé de 6 viols et 5 meurtres de jeunes femmes. Il y avait l'affaire Allègre. René Saint-Blanca, beau-frère de Martine. Donc nous avons pensé que peut-être Allègre pouvait être pour nous aussi être intéressant. Et là, les juges, 2 juges, ont écrit au patron de l'ASR pour les relancer. Et là, il a été ordonné de retravailler dessus. Donc il y a eu la cellule homicide 31. La cellule homicide 31 a été créée suite à l'affaire Allègre. Maître Pierre Alfort, avocat de Patrice Allègre. Pour pouvoir creuser et trouver d'autres crimes commis par Patrice Allègre. Ils sont convaincus que Patrice Allègre n'a pas tué que 5 fois. C'est déjà énorme, hein, c'est déjà trop, bien évidemment. Ils sont convaincus que durant une période de 7-8 ans, il n'a pas pu rester sans commettre de crime. Patrice Allègre est peut-être le plus grand tueur en série français. L'enquête continue, il est soupçonné dans plus de 10 autres affaires de meurtre. Mais là, on se dit que vraiment, comme c'est un tueur en série, on s'est dit, bon, mais c'est la énième qui l'a tué. Simone Escadellas, sœur de Martine. C'est horrible parce que quand on sait tout ce qu'a fait cet homme, on se dit que franchement, même si au fond Martine est morte, que ce soit une personne ou une autre, mais Patrice Allègre, vraiment, c'est quelqu'un de... C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Et là, c'est sûr qu'on se dit, bon, mais oui, peut-être, pourquoi ça serait pas lui? Pourquoi soupçonner Patrice Allègre? René Grandot, journaliste à la Dépêche du Midi en 1986. Martine Escadellas, c'est une jeune femme, elle est mignonne. Elle pourrait correspondre au profil des victimes de Patrice Allègre. Allègre fréquentait bien le coin, là, de Ramonville. Il allait en dessous de cet immeuble, parce qu'il y avait le Santa Fe. Thierry Milicevic, petit ami de Martine en 1986. Santa Fe, c'était un bar qui était sous l'immeuble où on habitait. Bon, il devait avoir quand même 17-18 ans, il était quand même jeune, mais bon, on ne sait jamais. Un témoin a décrit une personne d'un certain âge. Maître Pierre Alfort, avocat de Patrice Allègre. À qui il manquait, me semble-t-il, des cheveux. Et mon client n'avait pas un certain âge, il avait tout juste 18 ans. Et c'est quelqu'un qui avait une coupe de cheveux très particulière, très frisée et très chevelue. Pour moi, il était trop jeune, Allègre. René Saint-Blanca, beau-frère de Martine. À l'époque. Pour moi, ça ne pouvait pas être Allègre. Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. C'est encore un gamin. Il n'est pas encore entré dans sa période criminelle la plus dure. La cellule homicide 31 va chercher, va creuser. Elle ne va rien trouver. Aucun autre meurtre ne va être imputé à Patrice Allègre, ni celui de Martine Escadellas, ni un autre. En 2008, le dossier est de nouveau refermé. Ah ben c'est une injustice, on se dit, mais comment bousculer la justice? Comment rouvrir un dossier? René Saint-Blanca, beau-frère de Martine. Comment on peut faire? Parce que bon, vous redémarrez pas une enquête comme ça, surtout que ça commençait à être ancien. Moi, je me suis trouvé dans des discussions d'enquêteurs. Ils ignoraient qui j'étais. Ils ne savaient pas que j'étais le beau-frère de la victime. Mais c'était presque la casserole, l'affaire Escadellas. Ça devenait une casserole. Je m'excuse de dire ça, mais c'était très difficile. Pour la famille Escadellas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a pas une fête de Noël. Maître Frédéric David, avocat de la famille. Il n'y a pas un anniversaire, il n'y a pas une fête de famille sans qu'il y ait l'ombre ou la présence de Martine. Ce sont des gens qui ont un traumatisme, qui n'ont jamais pu soigner. C'est une plaie ouverte.
En janvier 2016, arrive une lettre qui est envoyée au parquet de Toulouse. La personne qui la rédige et qui la signe explique que pour elle, il est totalement impossible que cette affaire puisse être, 32 ans plus tard, toujours non élucidée. Et elle va décrire, de façon extrêmement précise, l'environnement du couple que constituait Martine avec son ami de l'époque, Thierry. Pour elle, il n'est pas possible que ne soit pas exploitée la piste d'un familier du couple qui n'a absolument jamais été inquiété. En 1986, Martine était une amie très proche. Je pense que le coupable est Joël. Je pense qu'il était tombé amoureux de Martine Escadéas. Et ça constitue le seul et unique élément qui va permettre à la justice de réouvrir, donc une troisième fois, l'enquête propre à ce cold case. Un espoir renaît en 2016. René Saint-Blanca, beau-frère de Martine. C'est l'évidence même. Et c'est la lettre qui nous a tous redonné du baume au cœur. On s'est dit, bon, ben là c'est bon, maintenant, on va voir si ça tient la route. En 86, Joël, c'est un ami du couple. Maître Éric Mouton, avocat du suspect. C'est un ami de Martine, comme un ami de son compagnon. Parmi d'autres amis, c'est un jeune, ils ont 22, 23 ans, ils font de la moto, ils font du sport, ils s'amusent, ils font de la bringue, tout se passe bien et c'est un groupe de copains, quoi. Sans lui, il était serviable. Thierry Milicevic, petit ami de Martine en 1986. Après, c'était quelqu'un quand même qui, il fallait qu'il soit au-dessus un peu des autres. Donc je pense qu'il avait quand même il devait être complexé un petit peu parce que chaque fois qu'on partait en randonnée, il fallait qu'il soit toujours plus loin que nous pour montrer que c'était le meilleur en randonnée. Les enquêteurs vont découvrir Maître Frédéric David, avocat de la famille. Que ce garçon, au moment des faits, vient d'être titularisé dans son poste de régisseur au sein de l'Éducation nationale pour le compte de ce lycée, qui est le lycée Déodat de Séverac à Toulouse. Et subitement, mais dans les semaines qui suivent la disparition de Martine, il va renoncer à cette titularisation, il va se diriger vers une région totalement inconnue pour lui, à savoir la région lyonnaise plus grenobloise. Et il va aller retrouver une jeune femme, 16 ou 17 ans à ce moment-là, comme sur un coup de tête en quelque sorte, comme si, disons-le, il fuyait quelque chose. Moi, je réfute complètement l'idée qui a pu être avancée d'une fuite. Maître Éric Mouton, avocat du suspect. Alors, il quitte pas un emploi, il est fonctionnaire et il a la possibilité d'être en disponibilité et d'aller rejoindre d'ailleurs celle qu'il aime à ce moment-là. Il n'a absolument pas abandonné le métier qui était le sien, c'est une contre-vérité de dire ça. Et les révélations de cette jeune femme sont aussi Maître Frédéric David, avocat de la famille. Très troublantes parce qu'elle va décrire un homme ombrageux qui, dès les premiers mois, va lui demander de prendre l'allure de Martine Escadéas. Tant par la coiffure que par les vêtements. Mais plus fort encore, c'est que elle déclara qu'au cours de leur relation, il lui a donné une montre et elle s'en rappelle extrêmement bien, elle l'a décrit. Cet élément va être rapporté à la famille, qui vont dire « mais ça, c'était la montre de Martine ». Peut-être la fin de 32 ans de mystère dans la disparition d'une jeune Toulousaine, Martine Escadéas. La pugnacité des enquêteurs a permis d'arrêter un proche de la famille. Il est passé aux aveux.
Quand il est interpellé, personne ne comprend. Maître Éric Mouton, avocat du suspect. On a une épouse qui ne comprend pas ce qui se passe, on a des enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe, enfin tout le monde est dévasté. C'est un père de famille qui a toujours honnêtement travaillé, qui a toujours honnêtement gagné sa vie, qui n'a jamais fait parler de lui. Au bout de quelques heures, Joël fait 33 pages d'aveux. C'est pas 3 lignes qui sont susceptibles d'être le fruit d'une fatigue, d'un relâchement. Non. Je veux libérer ma conscience. C'est écrit. Il explique que clairement, il est allé lui déclarer sa flamme, quoi, et que les choses ont mal tourné. Il expliquera comment il va battre à coups de poing Martín Escadellas. Martín essayait de partir. Je l'ai à nouveau frappé. Martín est tombé et je l'ai retrouvé au pied de l'escalier, inanimé. Lui nous expliquera qu'il va spécifiquement à la cave de Martín et de Thierry et qu'il va y entreposer le corps le temps qu'il aille chercher son véhicule, de façon à pouvoir charger le corps au sein de son véhicule et partir. On a appris par le procureur. René Saint-Blanca, beau-frère de Martín. Qui nous a appris qu'il avait avoué. Et là, ça a été un choc. Un choc, c'était... on s'est effondré. Ouf. Voilà. C'était vraiment un gros soulagement pour nous. C'était... On n'en croyait pas à nos oreilles. C'est terrible. Vous vous rendez compte, 35 ans après, le gars qui avoue, qui donne des détails. Mais c'est énorme. C'est énorme. Autant ma sœur, elle a toujours cru qu'elle était morte, mais moi, pour moi, elle est morte en 2019. Simone Escadellas, sœur de Martín. Le jour où on a arrêté cet homme. Et là, oui, en 2019, moi, ça a été la douche froide, là. Ça a été très, très, très difficile. Parmi les questions précises que lui posent les enquêteurs, c'est où est le corps de Martín ? Au bout du compte, on se demande si 34 ans plus tard, c'est pas plus important que qui a tué Martín. Je n'ai pas la certitude où se trouve le corps. J'exclus la Garonne, car un corps revient à la surface. Je pense l'avoir enterré dans un bois, sur les coteaux de Pêche-David. Je ne suis pas capable de vous y ramener. Les années ont passé. C'est ça qui est le plus dur. Nicole Saint-Blanca, sœur de Martín. Martín est quelque part, voilà, comme un chien errant. Voilà, elle a été déposée, enterrée, je sais pas. Enfin, c'est ça qui fait mal. Une semaine après les aveux, le suspect se rétracte. Il va expliquer que tout ça n'existe pas, qu'il est totalement innocent, qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Il n'est pas le meurtrier de Martín Escadellas. Je suis innocent dans ce dossier. Je suis étranger à la mort de Martín Escadellas. Il est très compliqué pour un avocat d'expliquer pourquoi on a des aveux en garde à vue qui ne sont pas le reflet de la réalité. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est déjà arrivé dans notre histoire judiciaire que des gens avouent des crimes qu'ils n'ont pas commis ? Oui, c'est arrivé. Je crois qu'on ne peut pas se mettre à la place... Maître Frédéric David, avocat de la famille. De la famille Escadellas, lorsqu'elle découvre que 30 pages d'aveux sont, en l'espace d'une fraction de seconde, niées par le mis en examen au motif, et il le dit au juge d'instruction, qu'il lui aurait été dicté par les enquêteurs tout au long de sa garde à vue. On est éprouvé. René Saint-Blanca, beau-frère de Martín. Quand on ne peut pas faire le deuil, c'est épouvantable. Vous êtes éprouvé à vie. À vie. Il y a toujours une absence. Nicole Saint-Blanca, sœur de Martín. Toujours, il manque toujours Martín.
On veut que Martine repose à côté de nos parents. Simone Escadéas, sœur de Martine. On veut qu'il y ait une sépulture, qu'il y ait une messe et qu'il soit dite pour Martine. Elle mérite ça. Tant qu'on n'aura pas le corps de Martine, la cicatrice ne se refermera jamais. Le 6 juillet 2022, la cour d'assises de Haute-Garonne a reconnu Joël Bourgeon coupable du meurtre de Martine Escadéas et l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle. L'accusé n'a toujours pas révélé où se trouvait le corps. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Guillaume Maury. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Mona Delahaye, avec la voix de Julie Drey.